with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. He never gives an answer. C'est un essai que j'ai écrit sur trois auteurs, Kafka, Franz Kafka, Primo Levi et Paul Auster. Et j'ai écrit cet essai parce que quand j'ai découvert que Franz Kafka était mort d'une tuberculose du larynx, qui pouvait plus manger, plus boire, et que néanmoins il corrigeait les épreuves d'un artiste de la faim, j'ai trouvé ça fascinant et du coup je me suis interrogée sur la souffrance de son corps et en même temps le fait qu'il veuille faire passer son corps dans le texte. Je trouvais ça oui, poignant, fascinant et très, très intéressant aussi parce que ça interrogeait les limites de la littérature. D'abord, j'ai toujours été fascinée par l'idée du risque et des limites, de la mise en danger de soi et je trouve que cette question de la faim, elle renvoie à cette mise en danger puisque c'est une mise en danger de son propre corps. C'est un rapport aussi à la souffrance qui me touche en tout cas, que je trouve très, très beau. Et après, la mise en danger, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, qui me séduit beaucoup, qui me fascine, ce dépassement des limites, une manière aussi d'exister pleinement, d'être dans l'expérience. Et je trouve ça très beau lié à la littérature parce que vivre dans la littérature, c'est aussi vivre dans une forme d'expérience pleine de soi, à l'écart de tout, à l'écart des autres et à l'écart du monde. Et je trouve que c'est exister un peu plus fort, un peu plus pleinement. Et ça me séduit beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça ouvre à l'universel, cette question de la faim? Alors oui, parce que je crois que la question du repas, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins un rapport pathologique à la nourriture, soit à l'excès de nourriture, soit à l'idée de s'astreindre à ne pas manger trop. Tous plus ou moins, de manière plus ou moins, oui, plus ou moins pathologique, plus ou moins prégnante. Mais aussi, moi, ce qui me sidère toujours, c'est lorsque on doit partager un repas avec quelqu'un, on partage, ou avec un groupe, on partage plus que des mets, on partage aussi des mots. Je trouve ça très très intense parce que justement lorsque le repas se passe mal, lorsque les échanges à table de mots justement sont pénibles ou lourds, ça s'en ressent au niveau de notre digestion et on finit par mal digérer les mots autant que les mets. Enfin, j'ai souvent l'impression que c'est ça. Je pense qu'il y a des mots-clés dans cet ouvrage. Il y a des mots qui reviennent souvent sous ma plume, dont la dépense. La dépense, sans doute pour, à mon avis, dans le sens d'expier la faute d'être né, mais aussi la dépense, elle est liée à un don de soi perpétuel, à l'idée de dépenser son corps, dépenser son énergie, dépenser son argent aussi. Elle est liée à cette idée de perte permanente, je pense. La révolte, parce que faire une grève de la faim, c'est forcément essayer d'exprimer d'une autre façon sa révolte contre la société. Et puis
Et puis en même temps, c'est aussi chez mes auteurs, je pense à Auster en particulier, c'est aussi une manière de mettre en avant les déshérités de la société, ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qui sont exclus, et du coup faire parler la faim, c'est aussi faire parler ces ventres creux qu'on préfère laisser de côté habituellement. L'endettement, alors tout est un peu lié, et c'est vraiment lié à cette question de dette que l'on acquiert dès lors que l'on naît. À partir du moment où on vient au monde, on a une dette à payer envers ses parents, envers la société sans doute. Et en tout cas, c'est des auteurs qui sont très marqués par la culpabilité. Et l'endettement, c'est cette dette impayable qui fait qu'ils finissent par s'autodétruire pour tenter de payer justement quelque chose. Les artistes de la faim ont un rapport pathologique à la sexualité parce que évidemment détruire son corps, ça fait du corps un corps, le rendre famélique, ça fait du corps un corps inappétant, mais aussi un corps qui n'a plus d'appétit pour les autres, qui finit dans une forme d'auto-dévoration de soi-même. Et c'est comme si finalement on s'était arrêté au stade oral, qui revient non pas à dévorer de la nourriture, mais dévorer du texte. Ils sont devenus des dévorateurs de textes, ces auteurs-là. C'est de cette manière que j'ai choisi de l'explorer. Alors oui, l'écriture de ces artistes de la faim est très dépouillée, parce que écrire sa faim, ça revient à une écriture qui se rapproche d'une forme d'ossature. On finit par écrire à l'os, par écrire à un cri. On se débarrasse d'un certain nombre de fioritures de la littérature habituelle, entre guillemets. Et du coup, ça participe d'une véritable rhétorique de la faim. C'est une manière d'écrire la faim dans le dépouillement le plus total, une épure aussi de l'écriture. Et finalement, cette écriture devient une écriture d'un cri. Et c'est une manière de crier sa faim et d'exister encore plus fort, d'exister plus pleinement pour ces auteurs. Et je crois que c'est aussi une manière de faire revivre le corps, enfin de faire vivre le corps plus fort, dans l'excès bien sûr, mais plus intensément, et de faire en sorte que le corps passe dans l'ordre du texte, de faire en sorte que le corps soit texte, corps-texte, et d'écrire encore, voilà. But the fool on the hill sees the sun